Ici Jean-Dominique Leduc. Bienvenue au balado d'entretien Entre deux cases. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Lemardelé, co-auteur de la passionnante biographie intitulée Jeanne Benoît, publiée ces jours-ci aux éditions La Presse. Stéphane Lemardelé, bonjour! Bonjour Jean-Dominique. Deuxième passage au balado Entre deux cases. Je t'y avais reçu l'an dernier dans le cadre de nos préparatifs pour la couverture du Festival d'Angoulême. Ah oui, autour de ce que j'avais organisé en 99 avec Voilà. la délégation québécoise. Oui, je me rappelle. Ce qui fait de toi, Stéphane, et je veux pas tomber dans l'âgisme, mais quand même, ce qui fait de toi, j'irais pas jusqu'à dire un doyen, mais quand même quelqu'un qui a roulé sa bosse dans le milieu de la bande dessinée québécoise. Ben, oui, puis non, parce qu'effectivement, j'ai fait une incursion dans les années 99-2000, mais en tant qu'organisateur. Après, j'ai lâché ça un petit peu, même complètement. Moi, je suis plutôt issu du cinéma. Oui. Et c'est il y a à peu près une dizaine d'années à peine, avec le storyboard de Wim Wenders, grâce à Wim Wenders, que je suis retombé dans la bande dessinée, qui est mon amour de jeunesse, et que je suis devenu auteur dessinateur de bande dessinée. Et il faut quand même le mentionner, assez prolifique comme auteur, parce que dès 2019, tu ouvres le bal avec Le Nouveau Monde paysan aux éditions Boîte à Bulles. Moi, tu m'as été révélé par le truchement de cet album que je trouve important parce que c'était un genre au Québec qui est encore très, très peu exploré. C'est-à-dire la bande dessinée documentaire, on était dans les soubresauts, là. Il y avait eu quelques albums de comics auparavant, mais quand même, euh, tu te révélais comme auteur avec ce livre-là. Ben, oui, effectivement, mais tu vois, alors ce qui est intéressant, c'est que ça, bon, il faut savoir que le storyboard de Wim Wenders, ça a été fait avant. Oui. Et pour moi, c'est un peu, ça rejoint ce que tu dis, c'est Les Ignorants de Étienne Davodo, qui a été le Ah oui. déclencheur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Étienne va être à Montréal et à Québec la semaine prochaine. Je vais enfin pouvoir rencontrer celui qui m'a fait tomber dedans pas quand j'étais petit, mais récemment en tout cas. Et c'est vraiment, ça a été le déclencheur où je suis revenu à la bande dessinée en découvrant ce mode de documentaire, mais à la fois à moitié autobiographique, mais quelque chose comment dire, comme il le dit lui-même, la bande dessinée du vrai. De ce qu'on vit au jour le jour. Et c'est vraiment en le lisant, et c'est grâce à Wim Wenders d'ailleurs, on y fait allusion dans la bande dessinée, qui me donne l'idée de faire une BD racontant ce qu'on vivait là. Et ensuite, effectivement, cette BD-là n'a pas pu trouver d'éditeur, et c'est quelques années après, en vivant la fameuse récolte chez Christian, que là, je dis non, il faut raconter ça, et que j'ai continué en racontant ces paysans qui, effectivement, reste quelque chose de marqué au niveau du monde paysan et de la culture ici, je pense. Alors, ce qui est d'autant plus particulier, c'est que le nouveau monde paysan a été cité au gouvernement lors de la commission parlementaire sur les pesticides, qui était issu donc en 2019, ça, Mhm. qui était issu de l'affaire Louis Robert. Le L'agronome qui a délateur. dénoncé le Oui, oui, lanceur. oui, oui, oui. Et ma prochaine BD, et là, tu vois, je suis en train de travailler dessus, elle porte sur Louis Robert. Ah Ah, bon? Oh! et c'est une histoire extraordinaire. Écoute, on est en train de réfléchir avec l'éditeur. Alors, merci Le Calque d'ailleurs, qui va financer la finalisation du projet. Et le CAC l'a financé aussi la rédaction du scénario, et le Calque va financer le dessin. Et on a trouvé un éditeur qui est Éco-Société. Et donc, on commence le début en se disant qu'il y a trop d'affaires incroyables dans cette histoire pour que ce soit une fiction. On n'y croirait pas. Hmm. Mais c'est une histoire rocambolesque que Louis Robert et Geneviève Labrie ont vécu. Alors, ça va être une BD. C'est un thriller sociopolitique extraordinaire. Donc, bref, tu vois, les paysans, puis comme tu dis, ça reste effectivement parce que euh, on continue un petit peu sur le même thème, mais d'une toute autre manière. Wow! Eh ben, écoute, à Un chaque fois petit qu'on scoop se... pour toi.
Mais à chaque fois qu'on se parle, Stéphane, la dernière fois qu'on s'est parlé, tu m'apprenais que tu travaillais sur Jeanne Benoît. Je me disais, mais c'est formidable. Et là, évidemment, je me posais la question sur quel projet travaille-t-il. Mais là, écoute, en plus, chez Éco-Société, qui creuse un sillon de Oui, manière admirable, hein. Il développe un oui, catalogue au niveau de la bande dessinée, une collection. très chouette. Ah oui, très, très chouette. Ouais, Euh, vraiment, puis très pertinente. oui, Ils ont le mandat de réfléchir sur l'évolution de nos sociétés. Et puis, ils sont, comment dire, ils sont accrochés, ils sont hargneux dans le bon sens du terme. Ils sont pas agressifs, mais ils tiennent le truc. Non, c'est vraiment. Ça fait donc 2 ans que je collabore avec eux, là, avec Barbara et David. Puis c'est vraiment une chouette collaboration, très constructive. Alors j'espère que ça va aboutir en 2027 à peu près. Je tiens au courant. donc on est aux portes de la publication de ce livre-là. Aux grandes portes, je suis en train d'achever le storyboard qui est en correction et tout ça. Et puis, alors ce qui est intéressant aussi, c'est que je suis tanné de travailler sur ordinateur et donc je reviens au papier aussi. Alors ce sera peut-être moins beau, mais j'ai vraiment le goût de revenir à ça. Puis c'est des gens comme Christian Quesnel, comme Denis Rodier qui m'ont vraiment donné le goût de revenir à ça. Mais attends, là, Puis, mais il faut que je rebondisse sur quelque chose que tu viens de dire, ah, qui pour moi vas-y. le fameux débat du beau dessin. Alors, là, d'emblée, Oui, tu affirmes que ça risque d'être moins beau. Moi, je suis obligé de oui, m'inscrire en faux, Stéphane, parce que, corrige-moi si je me trompe, mais pour moi, l'art de la bande dessinée, le dessin est au service du récit et le dessin sert à raconter d'abord et avant tout. Euh, je veux dire, pour moi, Stéphane Lemardelé et dessin de piètre qualité, c'est comme deux choses qui vont pas ensemble, là. bon, attends, je te remercie, mais comme mon dessin n'est pas non plus d'une immense qualité. Il y a des dessinateurs qui sont beaucoup plus ingénieux que moi. Mes cadrages sont assez statiques. Par exemple, je me verrais pas faire une bande dessinée de super-héros, par exemple. Tu vois, mon dessin est pas super dynamique. Puis, par contre, la fleur que je peux me donner, c'est qu'il a énormément évolué. Et ça, je trouve que c'est un médium qui me fait triper pour ça. J'ai toujours dessiné, j'ai toujours mon carnet de croquis avec moi, et j'ai toujours cherché. J'ai jamais faire une recette, ça m'intéresse pas. Alors, et c'est ça que je trouve chouette effectivement, c'est qu'il y a aucune de mes BD on retrouve quelque chose, mais le dessin a évolué tout le temps, et qu'à chaque fois j'essaye d'apporter, par exemple, ne serait-ce qu'au niveau de la coloration, quelque chose de nouveau. Ça, je m'amuse énormément. Je cherche toujours à apporter une évolution. Mais ça reste que je suis pas, par exemple, Denis Rodier. Je suis pas dans quelque chose qui a un dessin qui est hors pair. Puis il y en a d'autres comme comment, Cyril Pedrosa, qui pour moi est un maître, Hmm. mais qui a un dessin qui est d'une qualité à la fois qui est pas caricaturale, mais qui est pas, je sais pas comment le dire. Là, je viens de lire le dernier Étienne Davodo, justement. Pareil, son dessin est pas beau, mais il y a quand même une sensibilité qui est extrême. Hmm. Alors oui, ces gens-là ont des sensibilités dans leur récit et ça se voit, ça se ressent dans l'image aussi, tu vois. Mais puis mon dessin a quand même énormément évolué, mais il est basé aussi sur de la photo. Alors beaucoup de recherches à ce Mhm. niveau-là. Et je vais continuer parce que pour moi, par exemple, on le voit dans Jeanne Benoît, où il y a beaucoup d'archives qu'on a réussi à intégrer plutôt que de les redessiner. Et je trouve ça très intéressant. Ça aussi, c'est une des évolutions que j'ai fait petit à petit, qu'on a dans Wim Wenders, qu'on a dans les paysans aussi. Mais là, on les intègre carrément dans les cases. C'est grâce à Noémie Larouche qu'on a pu vraiment approfondir cette chose-là, parce que des fois, il faut les payer, les archives. Tu vois. Ouais. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Pendant un temps, je rêvais de faire une BD uniquement en photo, pour rejoindre les photoromans, pardon. Mais j'aime dessiner. Alors bon, ça marchait pas complètement. Mais pour moi, c'est une évolution sempiternelle. Et j'estime que je suis pas un des meilleurs dessinateurs. Je suis pas un des plus pourris non plus. Et j'aime en fait, ce que je voudrais retrouver en passant au papier, c'est le côté sketch Ouais. d'un dessin. Et qui, justement, ça rejoint peut-être ton idée, c'est d'avoir quelque chose de
moins beau que quand c'est travaillé à l'ordinateur, moins précis, avec une ligne peut-être plus fouillie, peut-être. Et par exemple, j'ai plus de plaisir à regarder les storyboards de Régis Loisel, qui sont pleins de collages, qui sont pleins de triturages, qui sont pleins de colle, qui sont c'est beau, c'est comme waouh, tu sais, pour moi c'est beau. Ouais. Et c'est pas un travail léché, tu sais. Mais après la beauté, elle est dans quoi? Elle est dans l'œil de celui ou de celle qui regarde, Stéphane, la beauté. Mais oui, c'est ça. Alors pour moi, mon dessin sera peut-être moins beau, mais parce que moins léché, moins fin, moins je sais pas, il y a plein de mots qualificatifs qu'on peut mettre. Mais il va peut-être plus être rempli de sueur, de transpiration, de graffiti, de je sais pas. Tu sais, il y a quelque chose que je veux essayer d'approcher plus, peut-être plus sale. Mais effectivement, c'est pas pour ça que c'est. Oui, bon, le terme est peut-être pas beau, pas bon. Mais enfin bref, je pense qu'on se comprend. Moi, je sais pas. Non, tout à fait. Puis quand tu parles de l'évolution de ton travail de dessinateur, moi, je mets ça aussi beaucoup sur le compte des univers sur lesquels tu te penches, que tu investis. Et c'est pour Oui. ça que je dis que tu es un dessinateur au service du récit. Ah, ben merci beaucoup. Alors que parfois, et on nommera pas de nom, évidemment. Oh, zut. Non, ben non, malheureusement. Non, non. Non, mais il y a des dessinateurs, des dessinatrices qui imposent, hein, d'une bande dessinée à l'autre, qui imposent leur style, qui imposent leur essence et qui sont au devant du sujet. Euh, Oui, alors tu vois, ça me fait penser, on discutait avec ma blonde justement d'une bande dessinée que j'ai adorée, La guerre des Lucas, oui. l'histoire de Star Wars et tout ça. Et effectivement, et le dessinateur qui est auteur l'explique à la fin, et il le dit, c'est un dessin qui est proche du storyboard. Alors le dessin est clean et dynamique, il est super dynamique, mais au final, il a quelque chose qui sert peut-être pas le récit. Alors, et effectivement, j'ai adoré cette bande dessinée, je la conseille à mon fils, je veux qu'il la lise, etc. Mais effectivement, le dessin est peut-être trop, entre guillemets, trop BD. Hmm. Hein. Alors que, et quand on regarde à la fin ces croquis préparatoires, il y a peut-être des croquis préparatoires qui auraient été plus intéressants, peut-être moins clean, mais peut-être plus riches. Alors effectivement, dans certains cas, c'est comme mais moi, je pense que effectivement, et puis de toute façon, pour moi, quand j'achète une BD, c'est parce que le dessinateur me fait triper. Mais si l'histoire me plaît pas, je vais pas racheter le numéro 2. Alors pour moi, c'est surtout et avant tout une histoire qu'on raconte, quelle que soit la façon qu'on la raconte. Et il y a des dessinateurs qui sont pas nécessaires. Étienne Davodo en est un exemple. C'est pas un grand dessinateur, faut pas qu'il m'entende. Hein. Non, il n'écoute pas le balado, Étienne Davodo. Ouais, c'est Je te bon, parfait. rassure. Tu lui diras pas. Hein. Mais ceci dit, l'univers dans lequel il nous emmène, son dessin, on a l'impression qu'il l'a fait sur le terrain. Donc il y a quelque chose où on est en relation directe. On a l'impression les ignorants, par exemple, qu'il l'a dessiné dans la vigne. Ouais. Donc avec ses mitaines parce qu'il faisait froid. Hmm. Alors on est vraiment avec lui sur le terrain. Là où tu vas avec sa conjointe qu'il a fait, c'est extraordinaire. On a l'impression qu'ils sont vraiment tous les deux sur le terrain, alors qu'il nous raconte même qu'il ne l'est pas. Ouais. Mais il y a une sensibilité dans son approche humaine qui se ressent aussi dans le dessin. Les deux sont liés, ça fait corps. Et ça, effectivement, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et c'est un petit peu ça, effectivement, qu'on a cherché à faire avec Jeanne Benoît, qu'on a peut-être réussi, où je me suis amusé à coller, ne serait-ce que la coloration à chaque époque. Et pour moi, c'est un plaisir. Bon, on est en 1900, elle est née en 1904, 1910, première séquence. Hey, c'était comment les images à l'époque? Ouais. Oui, c'était en couleur quand on regardait dehors, mais comment on traduisait Alors là, j'ai replongé dans les daguerréotypes
et de voir que la qualité des premiers daguerréotypes et plus de l'autre, celui qui était vraiment à l'origine de ça, le photographe, je ne sais plus comment il s'appelait, oublié, où c'est la première photo qui est faite par sa fenêtre, qui a demandé 24 heures d'exposition, on distingue à peine le truc. Et ça, je trouve ça beau. Puis après, dans les années 1920, quand elle va en France, ben là, le noir et blanc est arrivé. Et le noir et blanc, et alors le sépia, c'est effectivement peut-être un vieillissement des images, mais c'est aussi parce que à l'origine, c'était ça qui faisait les premières images. Ça avait une couleur sépia. Le noir et blanc est arrivé après. Alors effectivement, le noir et blanc qu'on connaît à Paris, j'ai joué un petit peu avec les dates, dans le sens que le noir et blanc qu'on connaît beaucoup, c'est celui de Douaneau, de Willy Ronis, etc., où c'est un noir et blanc très fort, très granuleux, très, très beau, avec des beaux blancs, des beaux noirs. C'est pas en 1920. Alors j'ai joué un petit peu entre les deux. Et petit à petit, je m'amuse à ajouter un peu de bleu parce que les photos qu'on a, pour les faire vibrer autrement. Mais c'est de jouer avec chaque époque et que, à la limite, le dessin, enfin l'image soit un peu moins belle. On en perde peut-être certaines qualités comme les photos de cette époque-là, quoi. Ben, écoute, on plonge dans le sujet. Parlons-en de Jeanne Benoît. Oui, quand même. Et non, mais je veux quand même aborder la question chromatique parce que pour moi, elle est essentielle. Elle est au cœur de ce livre-là. Donc, projet que tu as réalisé avec Megan Dunford, publié aux éditions La Presse. Ben, tout d'abord, bravo. De se consacrer à cette grande dame que fut Jeanne Benoît, une Oui, dame immensément importante, hein, oui. et pas seulement pour la culture culinaire canadienne et canadienne-française, mais je pense d'un point de vue culturel point. C'était Euh, une communicatrice hors pair, effectivement, qui a marqué plusieurs générations. ah oui, tout à fait. Tout à C'est fait. incroyable. Alors oui, c'est par la cuisine, mais quand on l'analyse bien, son parcours, euh, c'était pas une féministe, mais elle était de son temps. Et je pense que, comment dire, elle était aussi, elle avait certains côtés conservateurs peut-être, et c'est vrai qu'on peut quelque part lui reprocher, si on voulait, trouver la bibite noire, d'avoir cultivé la notion de la ménagère au service du foyer, voire au service de monsieur. Et, elle le dit clairement, quoi. Mhm. Mais elle a quand même été un exemple. Et ça, c'est assez incroyable. Elle a toujours eu du front et elle s'est toujours démarquée par rapport à son époque. Alors, elle n'a pas eu un discours ni une action clairement féministe et libérateur, mais elle a voulu, dans son parcours, ça a été une femme indépendante. Et c'est quand même exceptionnel ce parcours-là quand on analyse. Elle a toujours été hors norme et toujours effectivement en avance sur son temps. Oui. En fait, c'est une femme, moi je considère que c'est une femme moderne, ne Oui, serait-ce que euh, elle devient multiplateforme bien avant l'invention de ce terme-là, puisqu'elle elle est sur scène à la radio, à la télévision, elle oui. publie des livres. C'est d'une grande modernité, là. Ben, écoute, nomme-moi un personnage québécois qui est connu aussi bien à Halifax, à Vancouver, qu'à Moncton, qu'à Québec et Montréal, à part personnage, il n'y en a pas beaucoup. Hmm. Femme, on pense à Céline Dion. Mais sorti de ça, il n'y en a pas. Elle a quand même vendu elle a fait une trentaine de bouquins, son encyclopédie, qui est la fameuse brique, Ouais. a quand même été vendue à près de 2 millions d'exemplaires, coast to coast. Alors toi, d'avoir travaillé avec Megan Dunford, qui est anglophone, et qui, elle, a grandi aussi avec Jeanne Benoît, ça montre qu'elle était aussi bien connue chez les anglophones que les francophones. Et comme tu dis, elle a fait de la radio, elle a fait de la télé, elle a rempli le forum. Alors effectivement, avant la radio, pour joindre plein de monde, c'était les théâtres. Elle remplissait des théâtres. Elle donnait des cours de cuisine dans des théâtres. Elle a été publicitaire, elle a fait de la publicité. Alors
Aujourd'hui, ce serait une influenceuse avec des millions de followers, comme on dit. Non, non, mais tout à fait. Puis une femme Pas d'affaires aussi. d'image. Oui, puis une femme d'affaires aussi, puisqu'elle était à la tête d'école, de restaurants. Donc, euh, Ben ça, justement, tu vois, elle le doit à son père. Elle le doit à son père qui a été un homme d'affaires, un banquier, donc gestionnaire, et qui a eu l'idée, et ça aussi c'est extraordinaire, de créer une méthode d'apprentissage de l'anglais grâce au gramophone. On est dans les années 20. ouais. Et cette étude et ce système d'apprentissage, il l'a vendu aux commissions scolaires. Alors, il a fait de l'argent parce que ça a été répandu partout à travers le Québec. Mais c'était aussi un visionnaire. Et cette méthode d'apprentissage de l'anglais, il l'a testée sur Jeanne. Donc, étudiante, jeune adolescente, elle était déjà bilingue. Il ne faut pas oublier qu'en 1910, et même encore aujourd'hui, hein, on va Ben, pas même se encore leurrer, aujourd'hui. Oui. c'est le monde anglophone qui gère les grosses entreprises. Faut pas, et alors jusqu'à ce que Michel Chartrand arrive, les patrons étaient anglais. Mm. Tu comprends? Et donc, elle, issue de cette bourgeoisie francophone, mais complètement intégrée au milieu anglophone, elle a su évoluer là-dedans. Et effectivement, après ses études à Paris, elle est revenue, elle a ouvert une école laïque sur la rue Sherbrooke à Montréal, puis elle a quand même enseigné à 8000 élèves. Et elle le faisait dans les deux langues. Alors après, d'écrire en anglais, de faire des émissions de télé en anglais ou de radio en anglais puis en français. Les émissions de télé étaient enregistrées d'abord en anglais puis ensuite en français. Et on suppose que, parce qu'on a retrouvé un tapuscrit, qu'on a mis l'image dans le livre, Ouais. qui est écrit en anglais. Donc on suppose qu'elle l'écrivait d'abord en anglais et ensuite qu'elle traduisait elle-même en français. On connaissait peu de choses de Oui, cette grande dame. Euh, et donc, il y a eu là un travail de recherche qui oui. m'apparaît vraiment fondamental, là. Oui, alors ça, faut rendre à César ce qui est à César. C'est Megan Dunford qui a travaillé plusieurs années sur le sujet. Il a pris plus de temps à cause du truc qui s'est passé en 2020, là, je ne sais plus comment, où on portait des masques. Voilà. Mais elle a fait un travail de recherche hallucinant. Et c'est ce qui fait quelque part l'intérêt de cette bande dessinée aussi, c'est que on connaît sa cuisine, on connaît sa voix, on connaît le personnage, mais on connaît rien de sa vie privée. Et effectivement, sa vie privée, il y a plein de pans qui sont restés secrets et qui sont aussi erronés. Et ça, alors il y a par exemple, tu regardes partout, c'est marqué qu'elle a étudié à la Sorbonne. Mhm. Écoute, ça a été la première chose que j'ai dit, attends, il y a quelque chose qui marche pas. Parce que tu regardes, tu ouvres même son encyclopédie, la première page, c'est la préface. Jeanne Benoît a étudié à la Sorbonne avec Édouard de Pomiane. La préface, elle n'est pas signée. On ne sait pas qui l'a écrit. C'est jamais, elle n'a jamais dit elle-même ni écrit qu'elle avait étudié à la Sorbonne. Toutes les entrevues qu'on a fouillées, bon, c'est Megan qui me les a fournies beaucoup, mais qu'elle m'a refilé après, elle le dit jamais, elle ne nomme jamais elle-même la Sorbonne. Par contre, on le trouve partout. Est-ce qu'elle a menti? Je ne penserais pas parce qu'elle ne le dit pas. Mm. Est-ce qu'elle a laissé dire ou est-ce que quelqu'un a fabulé puis qu'elle a laissé dire? Alors, tu as vu, t'as lu une transmission de Christian Quesnel et d'Annie Desrochers. Mhm. Et c'est Annie Desrochers, quand elle raconte cette histoire de son grand-père, qui est devenu le bras droit de Bourassa pour construire la baie James, qui m'a Ouais. fait comprendre le truc. C'est que quand elle fait voir le projet à son père à elle, donc le fils de son grand-père, et que son père lit que son père à lui a étudié à McGill, est ingénieur, a des diplômes, a pu finir et tout ça. Il regarde sa fille. Papa n'a jamais étudié. Il n'avait aucun diplôme. Donc le bonhomme, il a fait croire à Bourassa, Premier ministre, qu'il était ingénieur. Il s'est retrouvé le maître d'œuvre politique pour la baie James. Hey, c'est pas rien comme culot. Il avait une miette de diplôme, le bonhomme. Et effectivement, dans ces années-là, personne n'allait vérifier. On ne savait pas. Alors, par la suite, on a vu que elle a été mariée à deux hommes en même temps, Jeanne Benoît.
Effectivement, quand elle s'est pointée à Londres pour rejoindre Bernard Benoît, qui était son grand amoureux, elle a dit à personne qu'elle était déjà mariée à Montréal. Internet n'existait pas. Mm. Elle voulait voyager avec lui, il fallait être marié pour voyager parce que c'était l'après-guerre. Puis quand on est en 1945, on n'a qu'à se marier à Londres, puis c'est tout. On a le papier, point barre. Alors effectivement, jusqu'à quel point elle a monté, fabulé tout ça, mais c'est ce qui fait justement euh, tout, que toute sa vie est intrigante et que je la trouve exceptionnelle. Et effectivement, Meghan a fait un travail de recherche sensationnel parce que elle a contacté, alors dans un de ses livres, elle a lu tous ses bouquins et elle a vu que, ah oui, elle le dit elle-même, qu'elle a étudié avec Édouard de Pomian. Et donc, effectivement, il y a une source qui nous emmène quelque part parce que sa vie est calquée sur Édouard de Pomian, qui était un scientifique, Mm. qui était assistant à la Sorbonne, mais il n'y a jamais enseigné. Voilà. Mm. Par contre, il a travaillé, il était chercheur à l'Institut Pasteur et il enseignait à la Société d'hygiène alimentaire de Paris. Et effectivement, à un moment donné, dans un de ses livres de recettes, elle le dit, à la fin dans le carnet de recherche du livre, qu'elle a étudié à la Société d'hygiène alimentaire de Paris, avec Édouard de Pomian. Et là, effectivement, d'un côté, la Sorbonne nous a dit, on n'a pas de Johann Patnaud dans nos listes d'étudiants, elle n'a jamais étudié là, ou on ne le sait pas. Et effectivement, non, la chimie alimentaire n'a jamais été enseignée à la Sorbonne. Ah, donc on écarte la Sorbonne. Ensuite de ça, Édouard de Pomian, elle le cite, la Société d'hygiène alimentaire. Oui, effectivement, on a un mail de la Société d'hygiène alimentaire de Paris qui existe encore. Effectivement, Édouard de Pomian a enseigné là. Et par contre, on n'a pas le nom de. Les registres ont été perdus. Et avant 1939, ils n'ont plus rien. Alors, on n'a Mm. pas de preuves. Par contre, c'est ce qui nous semble le plus plausible. On sait qu'elle a étudié le théâtre avec Charles Dulin. Charles Dulin enseignait le théâtre dans le grenier de, je ne sais plus comment s'appelait le théâtre, le petit théâtre de je ne sais pas quoi, comment il s'appelait près de Montparnasse, là. Pas de Montparnasse, enfin bref, à Paris. Donc, de tout ça, on a su que, ok, on a pu tracer quelque chose, mais il reste plein de zones d'ombre, et c'est ça qui est merveilleux dans sa vie. Alors, on essaie de la raconter avec ce qui nous semble le plus plausible, mais la recherche, ce que Meghan a trouvé, c'est phénoménal. C'est énorme. Alors, de travailler là-dessus, d'en raconter une histoire, on reste dans le documentaire, mais jusqu'à quel point nous, on n'est pas non plus des fabulateurs, je ne sais pas. Ben, je pense que vous avez livré un livre à la hauteur de cette dame-là, avec justement, dans nos vies, on a des parts d'ombre, on a des. Oui, Puis je veux dire, et ça contribue à sa mythologie. oui, complètement, complètement. Et moi, c'est ça qui m'a passionné. C'est ça que je trouve passionnant, c'est qu'elle a marqué plusieurs générations, elle a traversé quasiment le siècle, puis, mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas, qu'on ne saura jamais. C'est quelle relation elle a eue finalement avec son premier mari, on ne sait pas. Mais quand on regarde le contexte euh, socio-culturel de l'époque, pour moi, il n'y a rien d'étonnant. La fille, elle a 17 ans, 18 ans. Elle a une mère qui mm, veut la marier. Ma fille, tu vas te marier. Elle n'a pas le goût, c'est clair. Elle s'en va loin, elle s'en va à Paris. Il faut prendre le bateau à cette époque-là. Hein. C'est comme... ouais, Elle se retrouve donc autour d'une vingtaine, 19, 20 ans, étudiante à Paris pendant les années folles. ouais, Youhou. ouais, J'espère qu'elle s'est amusée. Elle fait du théâtre, elle est dingue de cuisine avec un professeur qu'elle admire, Édouard de Pomian, qui est un bon vivant, gourmand. Wow, elle a dû triper pas à peu près à Paris et s'amuser, manger des bonnes choses et tout ça. Donc effectivement, quand elle revient, après 3-4 ans de vie parisienne pendant les années folles, qu'elle revient à Montréal, que sa mère l'oblige à se marier avec Karl Zimmermann mm, et fils d'un chef d'orchestre, ça rentre pas dans la boîte. Ça rentre pas dans la boîte. Donc que son mariage était un échec. En plus, on est dans les années de la prohibition. ouais, Donc, l'alcool est interdit là, autorisé là. Montréal est considéré comme le cloaque de l'Amérique du Nord. Ça, je le sais parce qu'avec Laurent Busson, on a fait des recherches sur Queen Lille.
le mouvement de tempérance, c'est ça qui a fait interdire l'alcool. Et ça a commencé au Canada, avant d'arriver aux États-Unis. Mhm. Parce que violence conjugale à cause de l'alcool et tout ça. Dans quel bain s'est retrouvé Jehan une fois marié? On ne le sait pas, on le saura jamais. Mais c'est facile de comprendre que le bonhomme lui-même, il était un peu dérouté. De se retrouver avec une jeune fille qui vient de passer 3 ans à Paris, puis qui veut peut-être rien entendre parce que elle a du front, la fille. Tu comprends? Donc, en 1920, on divorce pas. En 1926, ils sont mariés, on divorce pas. Mais elle est quand même partie, elle a repris son nom de jeune fille, et on imagine qu'elle a élevé sa fille toute seule. Waouh! Alors, peut-être que c'était pas une féministe dans son discours, mais quelque part, et dans son action, quand on regarde tout ça, elle a dû faire du bien à beaucoup de gens. Et puis prouver que oui, c'est possible de tenir tête et puis de vivre sa vie comme on veut. Pour moi, je l'admire. Parce que faire ce qu'elle a fait dans les années 20, dans les années 30, ouvrir le premier restaurant quasiment végétarien, parce qu'il y avait quand même du jambon dans une des salades. Ouais. Et c'est Mais quand visionnaire, même, c'est novateur, là. carrément visionnaire. Écoute, des restaurants végétariens, végétaliens à tous les coins de rue maintenant. On est en 1930. Tu sais. Alors avant, elle ouvre une école laïque. Avant ça, la cuisine était enseignée aux madames par les sœurs. Elle, et ce qu'on a su, mais qui n'est pas sûr du tout, c'est qu'apparemment, les jeunes filles ou les étudiants, 8000 élèves qu'elle a eu quand même, donnaient ce qu'elles pouvaient pour financer l'école. Ah bon? On n'est pas sûr de ça, mais OK. c'est une des choses qui semblerait que ça se passait comme ça. Alors, elle était vraiment, je pense qu'elle était, si sa mère la reniait, entre guillemets, elle est restée proche de son père et je pense qu'elle avait quand même des fonds. Tu sais. Mais puis elle était sur la rue Sherbrooke, milieu anglophone du monde des affaires. Ouais. C'est le quartier des affaires, il n'était pas en bas là, il était là. Crescent, Sherbrooke, le musée des Beaux-Arts, parce que maintenant le musée des Beaux-Arts, c'est là que ça se passait. Tu comprends? Alors, puis elle a grandi. Alors, chose aussi que Meghan a trouvé partout, c'est marqué qu'elle a grandi à Westmount. Non. Puis ça, Meghan, à un moment donné, elle a su que c'était pas à Westmount. Elle dit non, il y a quelque chose qui marche pas. Elle a fouillé. Alors, pour savoir si elle avait été à Paris, elle a même fouillé les registres des bateaux, des passagers de bateaux. Elle n'a pas trouvé son nom dessus. Ah non, mais Meghan a fait de la job. Hein. Ouais. Et elle est tombée sur un recensement de 1911 où la famille Patenaude est recensée à Maisonneuve. Donc, dans le carnet de recherche, tu vas voir à la fin, il est là. Donc, on voit, donc, c'est pas à Westmount qu'elle a grandi, c'est à Maisonneuve. La famille Patnaud, ensuite, a déménagé à Westmount. Tu comprends? Et Ouais. après, en couple avec Bernard Benoît, elle aussi s'est installée à Westmount. Mais donc, il y a plein de choses qu'on a trouvées. Alors, il y a plein de choses qui sont racontées sur elle, mais qui sont pas peut-être pas fausses, mais en tout cas pas tout à fait vraies. Et je trouve qu'il y a vraiment un travail de synthèse et de concision aussi dans ce livre-là, parce que, corrige-moi si je me trompe, mais le piège avec des destins pareils, c'est qu'on peut se perdre dans des perspectives, justement, puis de s'accrocher dans des détails. Et il y a beaucoup de matière, Oui, il y a des choix que vous avez dû faire en cours de route. Et oui. c'est ce qui fait aussi l'une des grandes réussites de votre bande dessinée, c'est justement le fait que le parcours est clair, que la ligne du temps est claire et qu'on ne se perd pas dans des perspectives. Alors effectivement, tu vois, pour tout te dire, la première. Alors, ce qui est intéressant avec Megan, ce qu'on a développé, c'est qu'on a développé une façon de travailler au fur et à mesure. Elle a pas écrit. Elle avait fait toute sa recherche avant, mais Mhm. il y a des choses qu'elle a découvertes après. Mais elle n'a pas écrit le scénario et me l'a donné. Elle a écrit une partie du scénario, on l'a mis en storyboard. Et on a continué comme ça en alternance. Tu vois. Yeah. Alors, quelque part, le scénario, c'est écrit au storyboard. Et par exemple, on ouvrait au début, la première version, on ouvrait par un mariage. On ne sait pas trop de qui ou quoi, mais c'est comme ça qu'est née Marianne, son amie imaginaire, parce que Marianne, on l'a inventée, qui était, Marianne représente la cuisinière, la québécoise, ménagère québécoise typique,
et qui la suit tout au long de son parcours. Alors, on a d'abord imaginé, enfin, Meghan a d'abord imaginé un mariage où Marianne marie sa fille et que dans les années 60, et que, parce que ça, c'est Pierre Tisser qui le dit, je crois que l'encyclopédie de Jeanne Benoît s'offrait à tous les mariages. C'était le cadeau de mariage. Bon, ben ça, c'est une anecdote assez drôle. Meghan voulait commencer par ça. Mais on commençait l'histoire par un mariage qu'on ne sait pas trop qui c'est. Puis on arrivait tout de suite avec un gag sympathique, mais qui nous emmenait vers autre chose. On ne savait pas trop où est-ce qu'on allait avec ça. Alors, le fait de travailler directement au storyboard, c'est peut-être ça qui nous a permis de resserrer le truc. On n'a pas complètement écarté l'idée du mariage parce que l'anecdote est sympathique quand même, mais plutôt que 4 pages en ouverture, ça fait une page à la sortie du livre. Tu comprends? Ouais. L'idée est là, on la garde, mais on cherche à resserrer au maximum. Alors, et il y a eu beaucoup de travail aussi avec Noémie Larouche, l'éditrice de la presse, et c'est pour ça qu'il y a un carnet à la fin. Parce que le carnet nous amène aussi plein d'autres histoires qu'on aurait pu développer, mais qui étaient peut-être d'autres avenues, qui n'étaient peut-être pas suffisamment comment dire, acquises ou sues pour les intégrer dans le récit. Mais avec Noémie, on a cherché à insérer au maximum toute la recherche, toutes les anecdotes qu'on avait dans l'histoire. Des fois, c'est juste par des petits trucs qui sont glissés. L'histoire de la pomme qui revient avec son ami. L'histoire du gramophone où elle raconte avec ses amis au collège Bon Sacré-Cœur. À un moment donné, j'avais proposé à Meghan de la voir en train de se pratiquer l'anglais avec son père, avec le gramophone. Mais là, c'était une histoire un peu parallèle. Tu comprends? Alors, plutôt que d'en faire 1 ou 2 pages, hop, c'est juste une case là-dedans. Les archives. On a eu beaucoup de photos d'archives, par exemple, du Mont-Sacré-Cœur, où elle a été jeune étudiante. Ben, on a pu récupérer ces photos-là, puis les insérer dans des cases, comme si c'était un point de vue. Alors, ça a resserré beaucoup plus, mais le carnet, pour celui que ça intéresse, ça vient pas non plus ça n'amène pas trop de digressions trop fortes dans l'histoire, ça ne vient pas nous écarter du fil conducteur, je pense en tout cas. Mais celui qui veut en savoir plus, il y a plein d'autres affaires croustillantes qu'on apprend à la fin, quoi. Ah oui, tout à fait. Non seulement ça bonifie la lecture, mais Oui. ça en allonge aussi le plaisir. Il y a cette idée-là. Ben, évidemment, moi, je trouve ça toujours généreux parce on n'a jamais assez de mise en contexte. Et après, c'est libre aux lectrices et aux lecteurs de poursuivre ou non, évidemment. Voilà, c'est ça. Tu parlais d'intégration d'archives. Et ça, c'est une autre des grandes réussites du livre. Oui. C'est-à-dire que, et, euh, et moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment compris avec le photographe d'Emmanuel Guibert Oui, oui. C'est ma référence. En fait, oui. J'ai 2 références à ce niveau-là. J'en ai plusieurs, mais surtout le photographe d'Emmanuel Guibert. Pour moi, c'est un rêve de travailler de cette façon-là, d'utiliser les images. J'ai un autre projet dont je ne peux pas vraiment te parler en ondes, mais parce que on va aller encore plus loin, ça va être après Louis Robert, mais avec un ami cinéaste. Mais Emmanuel Guibert, le photographe, c'est fabuleux. Et c'est dans cette idée-là. Alors, il y a La Lune est blanche aussi d'Emmanuel Lepage avec son frère, mais qui est moins riche au niveau du résultat. Mais ce que je trouve formidable, c'est qu'Emmanuel Guibert, il a réussi à ce que, à la limite, à un moment donné, on ne sait plus si c'est de la photo ou du dessin. Et on suit l'histoire pareil. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu faire. Et ça, c'est grâce à Noémie Larouche, l'éditrice, où elle nous a permis d'aller jusqu'au bout et d'intégrer un maximum d'images. Quitte à ce que, alors il y en a certaines comme celle du Mont-Sacré-Cœur, où la couleur, la coloration, je les ai bricolées pour que certaines photos, comme celle où elles font du patin à glace, voilà, puis on ne sait plus si c'est une photo ou un dessin. Puis quand on est dans son voyage au Japon, alors là, ça c'est aussi assez intéressant, où les photos sont pas de belle qualité, mais c'est pas grave. On est au Japon avec elle. Puis ça, tu vois, c'est monsieur et madame Poirier qui ont racheté dans une vente aux enchères
des albums photos de la famille Benoît. Et on avait donc le tapuscrit vient d'eux, les photos du voyage à Paris vient d'eux, et le voyage au Japon, c'est eux aussi. On a tout un album. Les photos aussi de l'intérieur de la maison, c'est eux aussi. Donc on a pu, grâce à eux, qu'on sauvé, maintenant c'est rendu aux archives nationales, on a pu consulter ces documents-là, les prendre en photo, parce qu'on n'a même pas pu les numériser. Mais je dis, c'est pas grave. À la limite, si la photo est pas d'excellente qualité, ben justement, c'est ça qui est trippant. C'est comme si nous-mêmes, on la regardait. Il y a un reflet dessus, c'est pas grave. Je vais essayer de l'atténuer un petit peu pour qu'on reconnaisse quand même la madame, mais on continue. Tu vois. Et ça, c'était un bonheur. Je t'avoue que c'est une de mes petites fiertés d'avoir réussi à intégrer ça et que ça ne rompt pas le cours de la lecture. Ah non, pas du tout. Ouais. Voilà. Puis, je me suis aussi inspiré du travail de Guy Delisle sur Muybridge, Hum, où, à certains moments, les photos sont intégrées aux cases, puis à d'autres moments, une belle page blanche avec juste une belle photo. hum. Voilà. Ça, je trouve, ça offre une respiration au récit. Et c'est Guy Delisle dans Muybridge qui m'a donné l'idée. Je regarde, on peut jouer à la Guibert, mais on peut aussi faire autre chose pour respirer dans la lecture. Tu vois. C'est que dans les deux cas de figure dont tu parles, à aucun moment on nous sort de l'hypnose Ah, de ben, la merci. lecture. Et la grande révolution pour moi du photographe d'Emmanuel Guibert, c'est que Ouais. comme il n'a pas vécu cette histoire-là, que c'est Didier Lefebvre, alors C'est qu'on ça. oublie, hein, quand on lit ça, on a l'impression que c'est Guibert qui est allé en Afghanistan. On suit le personnage. Oui, oui, tout à fait. On suit le photographe. Est-ce que c'est Guibert? Est-ce que c'est Didier Lefebvre? On, on- on oublie, on est dans l'histoire. Oui, tout à fait, on s'en fout. Mais alors, la force de cette proposition-là, c'est que le dessin raconte, la photo confirme. Oui, moi, mon interprétation, je le fais autrement, c'est-à-dire que la photo raconte et le dessin complète. Tu comprends? Ah C'est oui, que ben oui. Ah mon Dieu, j'avais pas vu ça c'est- comme ça. c'est- il y Ouais, a une unité en tout cas. ouais. Il Et y a une donc, unité, il y a une harmonie, c'est fantastique, quoi. et pour moi, votre livre est une réussite d'intégration et je m'explique. C'est que quand on intègre des archives, des photos, tout ça, évidemment, ça influe sur la palette chromatique, sur le Oui, rythme. oui, Et, et là où il y a réussite, c'est qu'en fait, comme tu le disais, c'est que tout ça s'imbrique et devient le fil conducteur. Ah bah écoute, tu me touches beaucoup parce que c'était un des défis qu'on a relevé, qu'on voulait relever. Alors, si on a réussi, bah, on est bien content parce que c'était vraiment, c'est ce qu'on voulait faire. C'est d'avoir une lecture qui ne s'arrête pas, que ce soit des photos, que ce soit des images, des dessins ou whatever. C'était vraiment c'est le défi qu'on s'est donné. Puis c'est trippant de travailler avec des archives. C'est Oui, formidable. C'est beau, c'est même, et puis ça rejoint la discussion qu'on avait sur le dessin. Des fois, l'archive, on a du mal à la lire, mais comme il y a une des photos qui s'intègre moins parce qu'elle était vraiment de très mauvaise qualité, c'est celle où on voit le salade bar, l'entrée du salade bar, et on voit à peine l'écriture du salade bar au-dessus de la porte. Elle est très foncée, puis j'arrivais pas à la rattraper si tu veux, mais c'est pas grave, on la met ouais. pareil, tu vois. Alors après, j'ai joué, la seule chose que j'ai fait sur ces photos d'archives-là, c'est que je leur ai donné une teinte pour qu'elle s'accorde avec la teinte que j'ai donnée à l'époque. Mais dans d'autres cas, par exemple, ça c'est plus sur les années autour du salade bar, où j'avais des photos en noir et blanc, puis moi je travaillais dans des roses bonbons, des verts menthes, des choses comme ça. C'est assez osé, mais je trouve que ça correspond un peu à l'époque. Et parce que ce que j'ai fait, j'ai regardé les publicités de l'époque, puis on est pas mal dans ces teintes-là. Et par contre, aux années autour du Mont-Sacré-Cœur, ben, effectivement, les photos sont sépia. Alors, j'ai travaillé ma coloration en sépia, entre le sépia et le noir et blanc, parce que les photos que j'avais, on était entre les deux. Puis après, c'est comme d'unifier un petit peu. Ben, tu sais, je viens du cinéma. Hmm. Donc, ce qu'on appelle La direction photo? ouais, la direction photo, mais après le tournage, il y a une étape qui s'appelle là. Ah, j'ai oublié le terme. Où justement on ajuste toute la colométrie de tout le Ouais, film. ouais, ouais.
Tu vois, je sais plus quoi, ça porte un nom. Et l'idée, c'est que pour que le film tout le long, et c'est le monteur qui fait ça, ait la même colométrie, et la même, je sais plus comment ça s'appelle. Donc c'était un peu cette façon de travailler. Si tu veux. Donc pour moi, ça a été un petit bonheur d'ajuster un petit peu tout ça. Puis dans certains cas, ça marche numéro un. Puis dans d'autres, ça marche pas. L'exemple de cette fois, ça marche moins bien en tout cas. Mais puis même des fois, quand on a le portrait le portrait du papa est de belle qualité, mais le portrait qu'on a de Bernard Benoît, je sais même pas si c'est pas une capture d'écran d'une vieille vidéo qu'on a retrouvée ou je sais pas quoi dans un reportage. Ouais. Voilà, tu sais, elle est floue. C'est pas grave, on la met pareil. Oui, puis et ça raconte, je veux dire, ça contribue au langage. Oui, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est celle de Charles Dulin, le comédien qui Ouais. enseigne le théâtre et puis qui est désespéré par les airs roulés de Jeanne Benoît. Et la photo qu'on a trouvée, il est comme ça, là, il est découragé. Ah, Ah je oui, trouvais que son attitude a marché en plus. ouais, voilà, juste ici. Voilà, c'est ça. Ouais. Ah, je veux plus entendre ces airs roulés. Et je dois aussi mentionner la beauté de l'objet. Euh, Ah oui, ça c'est le travail de Célia Provencher, qui est la graphiste Oui, on a travaillé. Et puis d'ailleurs, elle a embarqué avec moi à fond. Ça a été vraiment une belle collaboration. Et c'est elle qui a fait tout le graphisme du carnet à la fin. Parce que Ah, moi, j'ai dû faire 5 tentatives de carnet, mais je suis pas graphiste. Puis ce que je faisais, c'était pizza avec supplément en choix, puis bacon par là-dessus et tout ça. Et puis elle a trouvé une façon très épurée de présenter ça. Elle a fait vraiment du beau travail. Ça, c'est Célia Garneau-Provencher, je crois son nom. Je sais plus, elle est dedans. ben, Elle merci en tout cas. oui, parce que c'est le danger, hein, avec des carnets d'informations Oui, comme ça, c'est que ce soit indigeste dans sa livraison, parce que tout à coup, et d'autant plus que c'est un travail admirable, parce que ça s'imbrique dans la lisibilité de votre récit. Il y a pas de cassure lorsqu'on arrive dans le carnet à la toute fin. Il y a quelque chose. je pense que, j'espère en tout cas qu'on a envie de continuer la lecture. Tu vois Ah ben oui, que, ben écoute, moi j'en aurais pris plus, mais ça c'est. Non, mais c'est un compliment. Euh, Dans le sens que on veut pas sortir de cette lecture-là. c'est une histoire assez rocambolesque en tout cas. Ça, c'est sûr que c'est une madame qui a eu un parcours de vie assez exceptionnel. Puis tu vois, non, c'est vraiment, ouais. D'ailleurs, c'est un des faits pour lequel Meghan a embarqué dans l'idée qu'elle est venue me chercher après, c'est comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de biographie, il n'y a pas eu de documentaire sur cette madame. C'est abominable. Il y a un très beau documentaire sur Radio-Canada, mais qui date des années 70. Il y a un roman qui a été fait, dont j'ai oublié les noms des auteurs, je ne l'ai plus. Mais justement, les auteurs se sont heurtés, ils ont voulu faire la biographie ou les autrices, je crois, de Jeanne Benoît, puis ils se sont heurtés à plein d'écueils comme nous, mais ils n'ont pas eu la persévérance de Meghan, et ils en ont fait une fiction d'un journaliste qui part à la recherche Hmm. de l'histoire de Jeanne Benoît, avec une histoire d'amour qui est un petit peu mêlée à tout ça, mais c'est tout ce qu'on a. On n'a rien. Puis même, on va plus loin. Il n'y a pas un monument, il y a un parc à Montréal qui est grand comme une cour intérieure, qui s'appelle le parc Jeanne-Benoît. Le chemin Benoît à Sutton, c'est le chemin de Monsieur Benoît qui a été maire de Sutton. Et il y a, je crois, un petit parc à Grand Bay, mais quand tu fais Google Maps, il est même pas dessus. Il n'y a rien qui retrace son parcours, son patrimoine. Il y a eu une petite expo à Sutton montée par Richard Leclerc, qui a été une des plus belles expos du musée de Sutton il y a une dizaine d'années à peu près, même plus que ça, 10, 15 ans. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien sur elle. C'est quand même particulier. C'est quand même décevant à ce niveau-là. Ben, d'où l'importance de votre travail, c'est que vous Oui, avez je pense. replacé cette grande dame dans l'histoire avec un grand H. Et il y a fort à parier que des producteurs de Ah, télé qui là se sont pour dit, faire ah du oui, cash.
Oui, oui, là, ouf, on est au Québec, hein, Stéphane, quand même. Toute proportion gardée. Oui, mais oui, on vous le souhaite. On vous souhaite le cash. Mais il y avait une série sur la Bolduc ou un film, je crois. Donc, il y a quand même quelques Ah oui, personnages historiques qui ont eu droit à un traitement audiovisuel. Et il y a fort à parier. Et bon, moi, je lis pas dans les feuilles de thé, puis je suis pas dans l'astrologie, mais il y a fort à parier que dans quelques années, ah non, mais si ça peut réveiller quelqu'un, ce serait génial. Parce que tu vois, l'anecdote, c'est qu'il y a pile un an, on cherchait un éditeur avec Mégane. Et parce que mon éditeur, la boîte à bulles, en France, m'a soutenu. Il dit oui, ton projet, il nous intéresse, il est chouette, on va te soutenir. Mais quand il a vu, là, parce que c'est qui ce jeune Benoît? ouais. Il connaissait pas. Et au moment donné où il a fallu signer un contrat, il dit regarde Stéphane, je suis un peu gêné parce que Jeanne Benoît ici, on ne connaît pas. On va en vendre 3 en France parce que tu as quelques amis encore dans le coin. Mais voilà, c'est comme. Alors, on s'est mis à chercher un éditeur. Puis, Mégane avait rencontré quelqu'un, ça marchait, mais hein. Puis, c'est le hasard complet. J'ai vu les éditions de la presse au Salon du Livre de Québec. Puis là, je vois, comme, hey, tous les livres de recettes au Québec, c'est les éditions de la presse. Mm. Mm. C'est quoi l'affaire? Ah, ils ont des caricaturistes. Chapeau est chez eux. Ouais. J'ai oublié Philippe Il y a Côté pas... aussi. André-Philippe Côté, ouais, ouais, ouais. Voilà. Je vais la voir. Puis là, je rentre sur le stand. Puis il y a une jeune demoiselle, Pascale Desrochers, qui est aux communications de la presse, qui est là. Je dis bonjour, j'ai un projet. Puis je dis, je suis auteur de bande dessinée. Je travaille sur un projet de BD sur Jeanne Benoît. Et là, il y a 2 femmes à côté, là. C'est Noémie Larouche, la directrice éditoriale, puis je crois que c'est Catherine Pépin, je crois, je sais plus, qui est journaliste à Radio-Canada, puis Ouais. qui là, en séance de dédicace pour son bouquin. Les 2 femmes se retournent, elle me dit, hein, une BD sur Jeanne Benoît? Oh! Puis Catherine, ce qu'elle dit, c'est que je ne comprends pas qu'il n'y ait pas encore eu un film sur cette dame-là. Alors oui, on veut la BD. Et quand les 2 femmes, si j'avais pu signer le contrat tout de suite, il y a eu un enthousiasme extraordinaire qui, moi, m'a touché. C'est comme, wow, c'est quoi là? Et depuis, l'enthousiasme avec Noémie Larouche et son équipe n'a pas lâché. Alors, on a une équipe d'édition qui est formidable, qui a fait un travail hors pair. Et ce qui est intéressant, c'est que Noémie, ça faisait juste quelques mois qu'elle était en poste aux éditions La Presse et elle voulait se lancer dans la BD. Alors, l'accointance, c'est comme, ben oui, ils ont la cuisine, ils connaissent. Ils ont le réseau des libraires, mais aussi des magasins de cuisine, de Ouais. tout ça. Ça a comme fité tout de suite, c'était dans leur mandat et ça a été une collaboration vraiment géniale. Et ce qui est formidable, et je le souligne à chaque fois que c'est possible, c'est que cette bande dessinée ira rejoindre assurément un plus vaste public que les Oui, lectrices et les lecteurs de bande dessinée. oui. Alors tu vois, c'est pour ça que ça m'intéressait de travailler avec la presse parce Ouais. que je me suis dit, la ménagère, pour reprendre l'édition, le propos, les mots de Jeanne Benoît, la ménagère, elle va pas nécessairement dans les librairies, elle va peut-être pas. Elle va peut-être plus dans les magasins de cuisine, dans les magasins, dans les journaux de tabac, ça c'est expression française, dans les journaux, Ouais. dans les boutiques de journaux, Ouais, les kiosques, les ouais, kiosques, ouais. des choses comme ça. Alors effectivement, la presse, eux, ils ont ce réseau-là aussi. Et c'est ça qui est intéressant. Tu vois, il y a l'émission On va se le dire de Radio Cannes qui a parlé qui a fait un résumé de Jeanne Benoît. Et l'anecdote est très drôle parce qu'ils nous ont pas cités, nous les auteurs, à aucun moment. Et il y a une madame de 80 ans, qui habite à 2 kilomètres de chez moi, là, qui voit ça à la télé. Elle dit, mais comment, elle habite donc Sutton, où a vécu Jeanne aussi. Elle dit, comment ça se fait, Jeanne Benoît a habité Sutton et je le sais pas, moi? La madame, elle était outrée, elle a jamais lu de BD. Elle dit, je veux ce livre-là. Le hasard fait que 3 jours après, c'est sa fête à la madame. Elle a 81 ans, 82 ans, je sais pas. Et que Catherine, sa fille, c'est une grande amie à moi. Elle offre la BD à sa maman. C'est le livre que je voulais. Tu comprends le truc? La Mm. madame est tripée, elle a jamais lu de BD. Et sur la couverture, elle voit mon nom. Comment ça, c'est Stéphane qui a fait ça? Eh,
je veux qu'ils viennent souper à la maison, je veux qu'on en parle. Donc j'ai un souper de Ah, prévu bientôt. c'est formidable. C'est formidable. C'est que la madame, elle est super chouette, elle a 80 ans, elle est dynamique, c'est une grande amie de ma belle-maman aussi. Alors je pense que bientôt, grâce à tout ça, on va se faire un bon souper en parlant de Jeanne Benoît. Et la boucle sera bouclée parce que Oui, finalement, c'est en partageant un repas et c'est ce qui va vous unir. exactement. Wow. C'est l'idée du partage. C'est encore une fois, quoi. Ben, Stéphane, je tiens à vous féliciter, Megan et toi, parce Merci. que vous avez fait un travail admirable et c'est une lecture passionnante. Ah, merci beaucoup. Vraiment, et c'est un destin de femme qui méritait Oui, cette lumière oui. et, euh, et cette responsabilité-là que vous avez eue, vous l'avez vraiment honorée, cette Ah, mémoire-là, ben, et c'était notre but, félicitations. hein. Ah, vraiment, je conseille à tout le monde de lire cette bande dessinée, et d'autant plus que ça va remettre cette dame-là Oui, dans l'actualité parce qu'il y a un fossé générationnel, il faut quand même le dire, là. complètement. Complètement. Tu vois, Catherine dont je te parlais, on prenait l'apéritif il y a 2 jours ensemble. Puis c'est là qu'elle me racontait l'histoire de sa maman qu'elle avait offert la BD. Et sa fille de 22 ans était là. Elle nous écoutait, puis Jeanne Benoît, pour elle, oui, elle avait vu la BD passer, mais voilà. Puis je dis, attends, je vais dans la cuisine, puis je lui sors la brique, je lui montre. Ah, ben oui, grand-maman l'avait. Alors effectivement, c'est ça qui est extraordinaire. Je ne sais plus si j'avais déjà raconté cette anecdote-là avec toi, mais elle a, comment dire, influencé plusieurs générations. Et effectivement, la dernière génération, elle est plus proche de Ricardo, par exemple. Mm. Et Ricardo a pris le relais de ce que Jehan avait fait. Et Ricardo, je l'ai rencontré l'autre jour, il disait qu'il faut actualiser ses propres cuisines à elle. Alors effectivement, la cuisine de Jehan n'est peut-être plus au goût du jour, c'est certain. Mais tellement elle a influencé que c'est dommage qu'elle tombe dans l'oubli. Alors si effectivement la BD, qui pour moi est un médium qui permet de rejoindre beaucoup de femmes, notamment, notamment ce qu'on appelle maintenant les romans graphiques, c'est de la BD, Mm. et la bande dessinée documentaire, biographique en tout cas, permet de rejoindre un public féminin plus que la BD traditionnelle. Et si ça peut aussi ça, rapprocher des plus jeunes, alors moi, on a fait notre job. Là. Notre job est fait. En tout cas, félicitations, excellent job, une belle job de bras. Euh, Non, ben, je suis content aussi parce que tu vois, moi, j'ai pas le même patrimoine que vous dans le sens que j'ai pas grandi avec elle. Mais l'anecdote fait que quand je suis arrivé au Québec dans les années 95, je suis allé, et une des premières fois que je suis venu à Sutton, c'était chez un ami qui était propriétaire de la ferme Noirmouton. Donc, mes premiers séjours au Québec, ça a été à Noirmouton, chez Jeanne Benoît. ouais. Et c'est un des premiers contacts que j'ai eu avec elle. Je la connaissais absolument pas. Il me dit, ouais, c'était la ferme de Jeanne Benoît avant. Je dis, comment ça, c'est qui ça, Jeanne Benoît? Ben là, il me sort la brique. On s'amuse, on en parle, mais j'ai dormi chez Jeanne, enfin, pas chez Jeanne directement, mais chez Monique, en fait. Il avait racheté la ferme à Monique qui était à côté. Et par la suite, donc, maintenant j'habite Sutton, donc elle a toujours fait partie, dans la cuisine et tout ça, elle fait partie de la culture québécoise que j'ai appris, mais j'ai pas grandi avec. Alors, j'ai pas le même rapport que vous, et j'en suis d'autant plus sensible d'avoir pu collaborer à ça. Parce que c'est un patrimoine, j'ai mais comment, puis ça a été la même réaction que Mégane, c'est comment ça se fait que cette dame-là, elle n'est pas connue, alors que chez tous mes amis, je voyais toujours le même bouquin de cuisine partout. Ben, vous C'est avez fait un devoir de possible. transmission très, très important avec cette bande Je dessinée-là. pense qu'il fallait le faire, ouais. 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 Et en plus, vous l'avez admirablement fait. Donc, bravo. Merci Euh, beaucoup. Longue vie à ce livre-là. Et puis, ben, bon vent pour la suite, pour tes prochains projets de bande dessinée. Et on se reparle une fois que tu es très, très riche suite aux adaptations L'adaptation cinématographiques. cinématographique par Steven Spielberg. Ouais, voilà, avec beaucoup d'explosions. Et Stéphane Lemardelé, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup d'être passé au micro du balado. Merci beaucoup à toi, Jean-Dominique. Et puis, ben, on se voit peut-être au Festival de BD de Québec la semaine prochaine.
Ben, assurément, on se voit très bientôt. Bon, ben, on se croise avec grand plaisir. Merci de ton intérêt et puis de cette discussion fort drôle et sympathique. Ben, merci à toi, Stéphane, et à très bientôt. À bientôt, bye. Pour suivre Stéphane Lemardelé, rendez-vous au lemardelé.com. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre mes différentes activités de médiation culturelle en bande dessinée, rendez-vous au jean-dominique leduc.ca. À bientôt.